un peu différent de ce qui existe ailleurs. Ce qu'il fait, c'est qu'il a séparé la partie build de production de la partie build de développement. En réalité, le build de production est basé sur Rollup, avec un système de bundle tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et rien ne change, rien de nouveau. Le build de production est aussi safe qu'avant. Par contre, le build de développement, il a changé de paradigme. Alors, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, nos applications sont composées de plusieurs parties. Une première, les nodes modules, donc tout ce qui est librairie, tout ce qui est partie tierce, etc. Et une deuxième, nos fichiers, l'index.html, les CSS, etc. Ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est non-module, c'est des choses qui n'ont pas vocation à être modifiées, en tout cas très rarement, dans la partie de nos projets. Donc, on va rester sur un système de bundle pour faire fonctionner ce qui existait avant et qui n'est pas compatible avec la partie ES module encore. Comme par exemple, pour ne pas le citer, ESLint. Mais on a nos fichiers qui sont amenés à être changés régulièrement. Le problème, c'est que quand on charge nos fichiers dans un bundle, on est obligé de récupérer les autres fichiers, on va faire plein de modifications, on va tout minifier, on va tout faire bien propre, on est plus souvent caché dans les serveurs de développement, puis on va l'envoyer au serveur, et ça va recharger notre page complètement. Ça va changer. Comment ça va marcher? Alors, d'abord le système de bundle, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc un système de bundle, c'est quoi? En fait, c'est plusieurs fichiers qui vont être liés ensemble par des imports, par tout un tas de choses, qu'on va regrouper dans un même fichier, on va le minifier, on va mettre une clé de hachage, etc. Et puis on va envoyer ça sur le serveur. Puis on va le redémarrer pour recharger toute la page. Comme je disais, on va changer ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va être serveur ready. On va lancer le serveur et on va attendre qu'il se passe quelque chose. Au moment où on va m'envoyer la petite requête HTTP qui va bien, ce qui va se passer, moi, en tant que serveur, je vais regarder ce qu'on me demande. Je vais récupérer uniquement ce qui est nécessaire. Je vais compiler ça en mode ES module et je vais l'envoyer au navigateur. Le navigateur va être capable, grâce au format ECMAScript 2015 avec les ES modules, de checker via du HMR, on en parlera tout à l'heure, donc de checker ce qui est différent avec la page actuellement déjà sur le navigateur. Et il va rechercher uniquement ça. Et ça, c'est une grosse nouveauté. Alors du coup, on passe à la démo jusqu'au bout, enfin sauf les slides de conclusion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un projet. On va montrer comment c'est rapide de créer un projet. On verra le lancement de ce projet. On verra comment réintégrer des choses dans le projet. Donc on fera une intégration de SaaS. On discutera du dev versus la prod. On vous montrera un petit peu comment est-ce qu'on va gérer les variables d'environnement. On parlera de l'intégration d'un back-end, parce que généralement, il faut un back-end avec une appli web. Et puis, on parlera du HMR, donc le Hot Module Replacement, et des API qui sont disponibles. Et enfin, on discutera un petit peu des plugins. Avec le truc derrière, c'est pas mal. Est-ce que vous voyez bien? Parfait. Juste un petit truc à ajouter, en fait, il y a une petite mise à jour dans la version 4.4 au niveau du build. Maintenant, le CSS n'est plus buildé directement avec ESBuild comme on le faisait avant. Et c'est buildé avec Lightning CSS, qui est à peu près 4 fois plus rapide, parce que toujours le but, c'est d'aller vite. Et en plus de ça, le bundle de CSS devient plus petit parce qu'il prend les dernières normes en compte. Voilà, juste pour la petite info. Ça fait partie de la politique autour de Vite. Hein. Ils disent clairement dans le site qu'ils ne s'attachent pas à aucun outil. Donc ça intègre du rollup, ça intègre ESBuild. Bon, maintenant, ça intègre Lightning CSS. Et ils disent on ne s'accroche pas aux outils et on est capable de les changer de façon brutale finalement, mais sans que ça change la partie extérieure d'utilisation de l'appli. Exactement. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. On aurait pu partir d'une solution existante, la migrer vers Vite. Nous, on a décidé d'utiliser vraiment Vite depuis le début parce que Vite permet de créer, via un système de template, nos fichiers et de démarrer un projet from scratch. Donc là, on va choisir notre package manager préféré. Pour aujourd'hui, je vais changer, je vais prendre PNPM. Ensuite, on a une petite commande, create Vite.latest. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller récupérer tout directement et ça va me lancer une CLI qui va me permettre de choisir certaines choses. Donc déjà le nom du projet, ici on a Riviera Dev. Ensuite le framework, donc là il y en a deux nouveaux qui sont arrivés, il y a Solid et Quick.
Alors avec le bleu clair, c'est pas terrible, mais bon. Nous, on va partir sur du React. Là, on va pouvoir choisir la compilation si on part sur du TypeScript, du JavaScript et même le moteur de compilation. Là, en fait, il fait rien pour moi. Tout ce qu'il a fait, c'est récupérer tout en ligne, le mettre chez moi et changer 2-3 petites choses. Mais c'est tout. Derrière, ça va être à moi d'installer les packages. Ça va être à moi d'initialiser un guide si je le veux. En fait, je vais choisir ce que je vais faire. Ça, c'est la partie cool. Donc, je vais le lancer. On va voir ce que ça donne. C'est toujours dans l'idée, on est agnostique par rapport aux outils qui sont derrière. Donc, il ne peut pas se permettre de vous faire un npm install si vous avez décidé d'utiliser Yarn ou PNPM. Et du coup, il ne s'occupe pas de l'installation de vos dépendances. C'est à vous de le faire. Alors, du coup, là, j'ai installé mes packages. Je les fais en offline pour gagner du temps et être sûr d'être sur la version que je veux et pas sur un truc qui vient d'arriver. Alors, notre module, on n'en parle pas. C'est l'ensemble des paquets, les librairies, etc. Public, c'est rien de plus qu'une image. Source, ça va être mon application React, parce que j'ai demandé de partir en React. Ça aurait été une autre application, il y aurait eu du Vanilla.js, il y aurait eu du Svelte, peu importe. Le petit fichier vite-env.d.ts dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, le reste, c'est rien que plus que de la configuration. Donc ESLint, gitignore, comme j'ai dit, git donc, est configuré, mais c'est à moi de l'initialiser le projet sous git si je le veux. Le index.html, donc le point d'entrée de l'application, le package JSON qui va en fait être mon point d'entrée avec mes scripts et toutes mes dépendances, les TypeScript configuration et le vite configuration. Donc on va commencer par celui-là. Vite configuration, comme on a dit, ce qu'on ne voulait plus, c'était de la configuration à rallonge en JSON, compliquée, souvent difficile à débugger. Et en plus de ça, on l'a copié-collé du fichier d'avant. On est d'accord, on changeait de projet, on prenait le projet d'avant, on copiait, et puis c'était bon. Là, c'est un framework dogmatique, donc eux, ils sont partis en mode, on vous propose des choses, on vous les impose. Si vous voulez changer, vous pouvez. Mais néanmoins, comme on a tout mis par défaut, vous n'avez quasiment rien à écrire. Typiquement, on ferait du vanilla, il n'y a même pas besoin de ce fichier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Donc, en fait, il n'y a rien de plus qu'un plugin parce que je suis parti en React. Comme on a dit, si je voulais utiliser du React, il me faut un plugin parce qu'on est décorrélé du framework utilisé. C'est pareil, si je veux du Vue, il me faut un plugin. Le but, c'est pas d'emmener des choses qui ne me servent à rien. En fait, vite, c'est juste le serveur de build. Si je veux des choses en plus, il faut que j'aille les chercher. On va regarder le fichier package.json, il y a 2-3 trucs intéressants. Entre autres, le premier, celui-là, le type module. Type module, pourquoi? Parce qu'on est sur du ES module. Au niveau des scripts, on en a 4. Alors, il y en a 3 qui vont m'intéresser. Il y a dev, donc on a parlé du build de dev. C'est ça, en fait. Le build, donc le build de prod, forcément, ça va avec. La preview, on va en parler tout à l'heure. Au final, dans mes dépendances, j'ai que React, React DOM. Et le reste, au niveau de vide, j'ai pas grand-chose. J'ai juste 2 petites lignes. Et c'est tout. Donc en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez avec Webpack, il faut, pour avoir exactement la même chose, démarrer et avoir du live reloading, il faut déjà 3 imports. C'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, on va le démarrer. Quand on démarre, donc il y a eu 912 millisecondes, alors c'est un peu long, je ne sais pas pourquoi ça a mis autant de temps. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça me donne la version avec laquelle je suis en train de démarrer mon serveur. Donc là, c'est la version 4.4.0. Comme j'ai dit, hier soir, la 4.4.3 est arrivée. Mais les 3 dernières petites versions mineures, en fait, c'est que des correctifs de bugs. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Ensuite, on a un petit helper. Alors ça, c'est chouette parce qu'en fait, le but aussi, c'est d'améliorer l'expérience développeur. Pour améliorer l'expérience développeur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont automatisé tout ce qui pouvait l'être de façon à ce qu'on fasse le moins de choses possible. Donc là, par exemple, typiquement, j'ai juste appuyé sur O et c'est censé m'ouvrir l'URL qui va bien sur mon navigateur. Et voilà. Donc là, on a l'appli de démo, toute simple, avec un petit compteur en dessous qui incrémente le bouton normal, jusqu'ici. Donc tu peux peut-être essayer de nous simplifier un petit peu cet écran-là déjà. Ouais, on va commencer par réduire 2-3 choses, histoire que ça apparaisse correctement à l'écran. Ça va juste réduire, mais je vais vous montrer un truc assez sympa. Alors à noter quand même, le compteur, il est resté à 11. Donc il a été capable de nous repousser la partie CSS et sans perdre le contexte JavaScript dans le navigateur,
Donc on n'a pas perdu l'endroit où on était rendu dans notre application. Exactement. Alors ça, c'est dû à deux choses. Une partie React qui utilise un petit truc qui s'appelle React Refresh qui permet de garder l'état de toutes les variables d'état en fait. Et le système comment ça s'appelle, justement le fait qu'on envoie uniquement ce qui est modifié, vu que le reste ça l'est pas, on n'est pas obligé de recharger la page. Il n'y a pas eu de rechargement de page en fait. Et on va le prouver là maintenant tout de suite. Si vous regardez bien, là c'est en bleu. On voit le vide plus React. Moi je vais lui ajouter plus TypeScript parce que j'ai choisi de partir sur TypeScript. Et en fait, le truc qui est génial avec ça, c'est que théoriquement, quand je vais arriver à la modification, je ne vais pas perdre le contexte de ma console de développement. Pourquoi ? Parce que je vais mettre à jour uniquement cette ligne en fait. Et ça va se voir, alors ça va être assez rapide, donc je vous demande de bien faire attention à cette ligne. Quand je vais revenir dessus, elle va juste se mettre en surbrillance. Ok ? Donc on va sur app.tsx, on va trouver la ligne qui va bien, qui est là. J'enregistre et j'y retourne. Et c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe derrière ? En fait, moi j'ai envoyé uniquement un fichier. Alors, pardon, c'est peut-être un peu gros. Et ce fichier, c'est le fichier modifié au format ES-module. Voilà. Et le changement du template n'a pas perdu encore le contexte JavaScript. C'est ça. Aussi. Ok, on va peut-être remettre un composant un petit peu pour complexifier cette application. Tu vas nous faire un petit header au-dessus. Donc je crée un nouveau fichier, un component.tsx, parce qu'on reste en React. Ce fichier, c'est rien de plus qu'un header avec un petit mot démonstration. Alors j'ai ajouté un CSS, donc on va l'ajouter aussi. Header style. Ce CSS, c'est juste pour qu'on voit des choses, hein. C'est pas ouf. On va le rajouter. Alors là, on voit, avant de commencer à rajouter des choses, que à chaque fois que je mets à jour mes fichiers, il se passe quelque chose dans la console. On me dit ce qui a été mis à jour et ce qui a été envoyé au navigateur. Là, le header.component.tsx que je viens de créer, il n'est pas dans la console. C'est bizarre, mais en fait, c'est tout à fait logique parce que je l'ai créé, mais comme je suis serveur ready et que je ne l'ai jamais demandé, en fait, je ne l'ai pas mis à jour pour le navigateur, vu que je ne l'ai jamais envoyé. Donc, il n'est pas noté. Alors, le truc qui est important, c'est que quand je vais l'ajouter ici, en fait, je ne l'aurai jamais modifié. Mais il va être envoyé à la volée parce que ça fait partie de la modification à .tsx. J'enregistre, le app.tsx a été modifié et il est présent ici directement. Et le compteur est toujours là. Donc on peut remettre des nouveaux composants dans la page et on ne perd toujours pas le contexte où on était. Maintenant, on a un petit souci, c'est qu'on vient de m'annoncer qu'il nous fallait du SAS plutôt que de la CSS toute simple. Alors souvent, on va nous demander du SAS. Aujourd'hui, c'est plus forcément nécessaire. Il y a plein de choses dans CSS qui permettent de faire plein de choses. Mais bon, le client est roi, alors on va faire ce qu'il veut. Par souci de simplicité, je vais rester sur du SCSS pour limiter l'impact et ne pas changer mon écriture. Et là, c'est assez intéressant, quand je vais enregistrer, il va se passer quelque chose et ça va me dire que vous n'avez pas installé SAS. Il faudrait l'installer. En fait, il est capable de me dire je dois faire quelque chose. Et il est suffisamment intelligent pour comprendre que notre fichier c'est SCSS, mais du coup c'est des SAS qu'il faut qu'on installe. Donc on est vraiment accompagné et pris par la main. Donc là, j'ai ajouté SAS. Alors jusqu'à la version 4.3.8, ça me rechargeait directement mon serveur. Maintenant, il va falloir que je fasse un refresh directement à la main dans mon navigateur. Mais il n'y a rien qu'à changer, ce qui est normal. Ça, c'est en fait interprété, ça fonctionne correctement. Là, par contre, on a perdu le compteur. Forcément, on a rafraîchi le navigateur et on a paumé le contexte JavaScript. En fait, on a même redémarré le serveur derrière, même si ça ne se voit pas. Ok, donc là, pour l'instant, on voit que c'est relativement simple de développer. On va peut-être pouvoir pousser ça en prod. Donc, si tu peux nous montrer un petit peu la différence entre le build et... Ouais. Alors justement, j'ai parlé tout à l'heure de la commande preview, où je vous ai dit, je vous en parlerai plus tard. En fait, c'est tout simplement un serveur de prod. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se baser sur ce qu'il y a dans le dossier .dist, /dist, pardon, et il va l'afficher comme n'importe quel serveur. Alors, avant de faire ça, il va falloir que je build l'application pour avoir le fameux dossier quand je suis avec PNPM.
Avec NPM, j'aurais pu lancer directement NPM Preview. Il ne le trouve pas, il ne le trouve pas. Vous avez un get slash et puis voilà, avec une jolie erreur. Là, avec NPM, lui, il est un peu plus, on va dire, pénible. Il va nous dire, je ne sais pas où est ton dossier, je crache. Donc là, il faut faire le build. Quand on fait le build, on a le disque qui apparaît. Après, la partie intéressante, c'est surtout le temps. Donc déjà, build pour production, donc ça c'est chouette, hein, on est d'accord, on est bien sur de la production. Donc là, c'est Rollup qui a créé le build, c'est pas ESBuild, contrairement à la partie de gauche. On a 36 modules qui ont été transformés, donc on a le nombre, on a les poids et on a les fichiers générés qui sont du Rollup classique. Jusque-là, pas de complexité. Une fois que je vais lancer mon build de preview, on a accès exactement la même chose. Alors ça c'est nouveau, c'est la version 4.4. Avant, on n'avait pas accès au helper qu'on a là aujourd'hui. Mais on va pouvoir faire exactement la même chose avec un open et on ouvre le helper. Alors on va les mettre l'une à côté de l'autre pour qu'on voit bien qu'il n'y a pas de différence. C'est la même application, on est d'accord, il y a un compteur, ça marche de la même façon. Donc pour l'instant, tout est OK. Tout ça, c'est pas mal, mais du coup, lequel est la prod et lequel est le dev? Là, je suis un peu perdu. Du coup, tu peux peut-être nous mettre quelque chose pour taguer l'écran de dev au moins? Ouais. Alors ce qui est chouette avec Vite, c'est qu'on a accès à des variables d'environnement. Ces variables d'environnement sont mises en place directement par le serveur à leur démarrage, donc via les deux commandes que j'ai créées dans mes deux terminaux différents. Et en fait, je vais pouvoir accéder assez facilement à ces informations via le import.meta qui est proposé directement par JavaScript. Je vais pouvoir récupérer la variable d'environnement dev qui a été mise en place directement par le framework. Quand je suis en dev, normalement, je devrais afficher du coup développement mode. Alors à droite, à gauche, pardon, on le voit tout de suite. À droite, il va falloir que je rebuild avant. Je vais créer un nouveau terminal pour builder. Il ne faut pas oublier que la vue que vous avez de la prod, c'est la vue que vous avez buildée. Donc contrairement à la vue de développement. Donc à chaque fois que vous voulez voir les changements, il faudra rebuilder la prod. Et donc on voit bien que la variable est différente dans les deux côtés. Donc je peux différencier les deux points de vue. Et vous avez aussi une variable prod, du coup, plutôt que dev si vous voulez. Tout ça, c'est pas mal. Donc on a une variable d'environnement qui nous dit c'est le prod ou la dev. En général, je n'ai pas que cette variable-là d'environnement dans mon application. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les variables d'environnement? Alors on va se créer un petit fichier pour ajouter des variables d'environnement. On va lui mettre des valeurs, on va lui en mettre 3, donc le titre de l'application, démonstration, la latitude, la longitude de la zone ici, schéma, histoire qu'on ait à peu près tout à l'heure une possibilité d'utiliser d'autres variables. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce fichier vite-env.d.ts. On a dit qu'il servait à quelque chose. À quoi? C'était une bonne question. En fait, il va servir à permettre l'autocomplétion sur des choses qu'il ne peut pas connaître pour moi, mon IDE. Typiquement, les variables d'environnement que moi, je vais lui donner, lui, il ne les connaît pas. Il ne sait pas. Je vais pouvoir lui dire merci de me donner des variables d'environnement. Ils vont s'appeler comme ça, les 3 que j'ai ajoutés. Ils vont avoir un type, parce que je suis un TypeScript, et je les importe de cette façon-là. Une fois que je serai dans mon fichier, je vais pouvoir par exemple remplacer celle-ci. Là, l'autocomplétion est disponible. Bon, ça n'a pas changé, démonstration, c'est le même nom. On va aller voir tout de suite un petit truc sympa. Quand je vais modifier le fichier env et que je vais l'appeler par exemple Riviera Dev, que je vais enregistrer, il va être capable de regarder ce qui se passe. Il a changé. Quand il change, je vais devoir redémarrer le serveur pour changer les configurations d'environnement. Tada! Bien sûr, il faut que ça marche en prod. Donc il faut rebuilder la prod. Et voilà. Alors, c'est pas mal. On a vu comment rajouter des dépendances pour faire du SaaS. On a vu comment avoir nos variables d'environnement, la différence entre le prod et le dev. Ça, c'est sympa, mais en général, on va avoir besoin d'un back-end derrière notre application. Donc on va créer un petit weather.component qui va me permettre d'utiliser un back-end pour connaître la météo. Alors je suis sûr que personne ne veut savoir combien de degrés il fait à côté de la salle, hein, mais on va quand même la regarder. Donc qu'est-ce qu'il fait ce fichier? C'est assez simple, hein, il va juste aller récupérer via une URL qui commence par /API
éviter tous les problèmes de corse, etc., il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais récupérer la latitude, la longitude que j'ai mis dans mes variables d'environnement pour pouvoir éventuellement les changer plus tard. Et je vais mettre ça dans un truc qui s'appelle weather. Et ensuite, je vais l'afficher. Bien sûr, ce truc-là, va falloir que je l'utilise. Je vais enlever quelques petites choses pour afficher moins de choses à l'écran. Alors, c'est pas beau, je sais, hein, excusez-moi. Et là, on va avoir une erreur et degré, mais on n'a rien qui est noté. Pourquoi on n'a rien qui est noté? En fait, c'est assez logique. Je lui ai pas dit /API, il faut que tu tapes à telle URL. Donc là, il va falloir quand même faire un peu de configuration. Donc pour la première fois depuis le début, je fais de la configuration. Déjà, c'est pas mal. Configuration, donc je fais une configuration de proxy classique. Dès qu'on voit /API, on va aller taper sur telle URL. On va changer 2-3 petits trucs au niveau de l'URL pour enlever le /API. On va enregistrer, on va y retourner. Et il fait que 28,5 degrés. Alors je suis étonné parce que moi j'avais chaud dehors. Et du coup, comment ça va se passer du côté de la prod? Alors comme tout à l'heure, il faut rebuilder. Donc on rebuild. Et rafraîchir. Et là, on a la même erreur que l'on avait tout à l'heure. Et on n'a rien. Ça s'explique par le fait que d'un côté, on se reload, on se refresh en automatique. Il y a une écoute, on sent qu'il y a du live, il y a quelque chose qui est fait. Par contre, pour le preview, c'est pas le cas. En fait, moi, j'ai changé des configs. Il va falloir que je lui dise recharge-toi avec les nouvelles configurations. Donc en fait, je vais juste relancer un preview. Et ça marche. Donc une seule configuration, 2 environnements différents, rollup configuré, VSBuild configuré. Bon, maintenant qu'on a appelé un backend, on va essayer de se pencher un peu plus sur le Hot Module Replacement. Vous savez, c'est la petite API qui nous permet de changer les morceaux de la page à chaud. C'est nouveau ça. Du coup, le Hot Module Replacement, on peut changer ou en tout cas se connecter avec des événements qui vont être envoyés par le serveur. Donc là, par exemple, le After Update. Ce qui va se passer, c'est que quand on va faire une mise à jour ensuite dans le fichier, donc là, par exemple, un truc stupide. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. Excusez-moi. C'était pas le bon fichier. Ah oui, ça marche pas dans le fichier de conf. Donc là, on va faire une mise à jour dans le fichier. Et on a le petit mot updated qui est arrivé. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que Vite va envoyer un événement. On a mis à jour. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Tu as un callback que tu vas pouvoir lancer. Par contre, ça, c'est pas disponible partout. Donc il va falloir en fait blinder en checkant la disponibilité de l'outil. Notamment, l'API, elle n'est pas disponible en mode prod. Donc si vous ne voulez pas avoir des erreurs partout en prod, faites le check avant. Ça, c'est pas mal. On voit là pour le composant. Tu peux peut-être faire une différence entre ce composant-là et le reste de la page qui est mise à jour? Alors en fait, il existe plein de propriétés, de fonctions qui nous permettent de faire des choses. Le Vite After Update, c'est dès que l'application va être mise à jour, on va regarder et on va l'exécuter, quel que soit l'endroit. Sauf que moi, en fait, ça m'intéresse surtout quand mon fichier weather va être mis à jour. Le reste du temps, je ne vais pas en avoir besoin. Donc je vais pouvoir m'abonner uniquement avec le accept sur les modifications du fichier weather. Donc là, on va rafraîchir. Donc là, si j'enlève ce truc-là qui ne sert à rien, normalement, weather change est noté. Alors bien sûr, il y a un ordre d'appel. Le accept est appelé avant les autres. Ensuite, si jamais par contre maintenant je modifie ce fichier-là, il y aura juste le update qui va être appelé. Ok, donc avec tout ça, vous allez être capable de savoir éventuellement pendant vos développements s'il y a un morceau de votre composant actuel ou de la page qui change. Et du coup, vous allez pouvoir prendre la décision de réappeler un morceau de votre script pour aller recharger des données depuis le serveur ou rafraîchir ou déconnecter, enfin tout ce que vous pouvez avoir qui traîne par là qui poserait problème pendant que vous développez. Alors, on a vu pas mal de trucs déjà là. Il nous reste un dernier truc à aller voir, ça va être les plugins, notamment. Donc les plugins, ça va être plutôt pratique pour les développeurs. Il existe un repo Git pour les plugins
avec énormément de plugins. Je sais, enfin, il y en a plus d'une centaine, je pense. Et on a vraiment du choix dedans. Donc un plugin, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être exécuté au moment où le serveur va se builder. Donc on va en ajouter un pour voir ce qui se passe, tout simplement. Donc pour ajouter un plugin, c'est pas très compliqué. Alors soit on va faire le nôtre, soit on va le récupérer depuis un repo et on va voir comment on fait. Donc c'est pas très compliqué, comme je disais. On va récupérer par exemple plugin React Inspector pour Vite. Comment on appelle un plugin? On va l'importer. Et ça, en fait, c'est une fonction qui va être appelée comme React, par exemple, et qui va faire des choses. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plein de petites choses. La première chose, ça va pouvoir m'ajouter du HTML dans mon DOM. Là, par exemple, on voit le bouton Drag Here. Donc, il y a une écoute qui est faite, et à un moment, on va pouvoir faire des transformations de fichiers HTML, de fichiers JS, de un peu ce qu'on veut. Il y a une seconde chose qui va être faite, c'est que, typiquement, on n'a plus les mêmes choses d'afficher. Si on regarde, on a un attribut qui a été ajouté, Data React Inspector, qui va pouvoir servir à mon plugin pour faire ce que j'ai besoin de lui. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se comporter comme si j'étais ici. En faisant ça, typiquement, quand je vais cliquer sur ce bouton et que je vais appuyer là, ça va m'envoyer dans mon IDE à cet endroit. Ça, c'est magique, hein. Alors, c'est pas magique en fait. Ce qu'il fait derrière, c'est qu'il envoie un appel réseau avec le -react-inspector-launch-editor. Et dans cet appel, il va lui donner les informations que je viens de vous montrer, hein, de l'attribut. Donc le fichier, il est là. Et toi, tu es sur telle colonne, telle ligne. Et ensuite, lui, il se charge d'ouvrir l'IDE qui est soit déjà ouvert, soit il se débrouille. D'ailleurs, si on n'a pas d'IDE ouvert, il est même capable d'ouvrir un Vim, n'importe quoi. C'est assez fou. Et en fait, ça, il va l'intercepter au moment où ça va arriver dans le serveur. Il va voir que, ça, c'est un mot-clé dont j'ai besoin, c'est le mien, c'est à moi. Donc je m'arrête là, je fais mon traitement, et en fait, j'appelle rien derrière, je fais rien, et puis voilà, tout se passe bien. Alors, pour ceux qui ne sont pas avec un système avec Vim, il ouvre aussi un éditeur de texte sous Windows. Oui. Oui. Ok, donc là, on a vu un plugin qui était fourni par la communauté. Et tu peux peut-être maintenant nous montrer comment faire ton propre plugin. Non, ça, j'en veux pas. Alors, un plugin, en fait, c'est quoi? C'est plus qu'un fichier, un JSON. On va lui donner un nom, donc là, par exemple, dev version plugin. On va lui donner un apply qui n'est pas obligatoire. Apply, c'est quoi? C'est moi, je veux exécuter, mais que quand je suis en mode développement. En mode prod, par exemple, je ne veux pas. Et dans le cas que je présente, une transformation HTML du fichier index pour changer le titre de la page, de façon à être un peu moins intrusif sur ce qu'on présentait par exemple au développement mode. Alors moi je le veux, mais je veux qu'il soit réutilisable dans d'autres projets. Donc en fait je vais créer un plugin pour ça, pour le mettre dans le titre, et en même temps ça ne me changera pas mon HTML, comme ça je suis un peu plus safe. Donc là on va pouvoir vérifier que ça fonctionne. On a bien dev mode affiché. Maintenant, moi, j'aimerais que ce truc-là, il ne soit pas directement dans mon code, qu'on le copie-colle. Je voudrais le rendre disponible pour tout le monde. Il va falloir que je crée un fichier que je vais mettre dans une lib, que ensuite je vais pousser ailleurs. Donc ça, on va l'enlever et puis on va le faire autrement. Alors, on va rester assez propre. Je vais essayer de créer un dossier plugins. Dans le dossier plugins, on va créer un plugin. On va rester en TypeScript. Et en fait, j'écris exactement la même chose sous forme de fonction qui est, en fait, exporte un truc connu par Vite. Donc c'est le même plugin. Alors il y a une petite configuration à faire. Plugins. Là ici, je vais l'utiliser. Alors comme je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé. La petite configuration, c'est juste pour la compilation des TypeScript. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me le trouve pas. J'ai quand même un message d'erreur, c'est pas grave.
dans SRC. Alors, je peux, mais en fait, ils ont séparé les compilations du SRC ici, avec toute mon application React, de la partie plugin ici, où il y a juste la configuration du plugin, enfin du plugin, de Vite. Donc le but, c'est pas mettre SRC de façon... Exactement. Et typiquement, mon plugin n'a pas d'intérêt non plus d'être dans le bundle final. Bon, après, c'est rien de plus qu'une petite info, mais ça marche quand même. On voit qu'il y a quand même dev mode affiché. Donc voilà pour la démo. Ok, donc si on retourne voilà, sur les slides. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu créer un projet facile. Hein. Vite, NPM, create, alors NPM, yarn ou PNPM, create vite. Et derrière, il nous pose quelques questions et on a notre projet. Le lancement de l'application, facile aussi. L'intégration de SAS, bon, bah, il nous a pris par la main dès qu'on a renommé notre fichier en SCSS en nous disant tu devrais installer SAS. Le build de dev et de prod, bon, on vous a mis les deux en parallèle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le build de prod en parallèle toute la journée quand vous développez. Hein. C'était juste pour la démo. Configuration des variables d'environnement, donc là aussi c'est facile, on a vu, hein, il suffit d'avoir notre fichier env et en plus on a le fameux fichier pour avoir la complétion à côté. Et puis l'intégration du backend, donc là c'est un petit bout de configuration à faire quand même pour déclarer le mode proxy. L'HMR, notre module replacement, on a vu que c'était facile à utiliser et que ça nous permettait de réagir dès qu'il y avait un morceau de la page qui était rechargé ou le composant où on est qui est rechargé, donc de faire tout ce qui pourrait être nécessaire dans ces cas-là. Et enfin, les plugins, donc il en existe tout un tas. Et en plus, c'est facile de redévelopper nos propres plugins. Et comme disait tout à l'heure Christophe, en fait, avant d'aller développer le vôtre, allez voir sur le repo, il y en a pas mal. Et tous les plugins faits pour Rollup fonctionnent, pour l'info. Alors, tant que c'est Rollup derrière. Ouais. Alors du coup, un petit mot sur les avantages et les inconvénients quand même de Vite. Donc, côté avantage, la doc, elle est très bien faite. Et on n'a pas eu à se plaindre de la doc depuis le début. La configuration, bon, on a vu, c'est facile, il n'y a presque pas de configuration à faire finalement. Le système de plugin riche, customisable, on vient d'en parler. Confortable finalement pour le développeur, hein, il s'occupe de recharger et tout. Alors, le fait qu'on gardait notre compteur en React, ça c'est un plugin qui s'appelle React Refresh. React Refresh, voilà, merci. Qui est apporté avec le plugin React dans Vite. Donc, ça ne va pas être vrai avec tous les frameworks. D'accord ? Donc, le fait de ne pas perdre le contexte, c'est vrai avec React. C'est vrai en Vue aussi, il me semble. Mais, en partie, mais pas avec tout le reste. Pas forcément. Safe pour la production, parce que quand vos ops vont arriver en rallant, bah, vous faites comme avant, vous utilisez Rollup. Donc, c'est bon. Et du coup, pour la partie inconvénient, donc, comme on l'a dit, ça peut être un peu troublant, entre autres la partie rafraîchissement, étant donné si on travaille sur du Vue, sur du React, sur je sais pas, du Vanilla. En fait, on va pas avoir forcément le même comportement de refresh au niveau des states, des variables qu'on peut avoir. Donc, ça peut être perturbant. Et au niveau du build, en fait, le fait qu'il y ait deux builds, un build de dev et un build de prod, peut entraîner éventuellement des erreurs, dans le sens où typiquement, ça fonctionne comme ça sur mon poste parce que je suis en dev, bah, rien ne me garantit que ça va fonctionner de la même chose sur mon build de prod. En fait. C'est pour ça qu'ils ont inventé la partie preview, pour qu'on puisse tester le build de prod directement sur nos postes. Et ça va servir aussi la CI. Bon, après, on a fouillé un peu les repos, le GitHub de Vite et on n'a pas trouvé de traces de bugs, comme quoi il y avait des différences entre Il n'y a pas d'issue. le dev et le prod. Alors en conclusion, est-ce que c'est une nouvelle ère? Bah, moi, je suis plutôt placé du côté utilisateur et l'utilisateur, il ne verra pas la différence. Clairement, pour lui, ce n'est pas la même révolution que quand on avait été passé au bundle où on réunissait tous nos fichiers JavaScript en un seul, qu'on compactait tout ça et tout, que ça allait charger beaucoup plus vite. Là, lui, c'est exactement la même chose qu'avant. Donc, un petit peu pour le développeur,
mais du point de vue de l'utilisateur, il n'y aura pas de différence. Alors moi, par contre, je suis à l'opposé, point de vue développeur. En tant que développeur, clairement, c'est une grosse différence. Comme j'ai cité plusieurs fois, enfin pas aujourd'hui, mais typiquement, je veux changer mon style, je veux juste changer ma couleur. En fait, ça me saoule d'avoir regardé dans mon développeur, ma console de développeur, rechercher où j'en étais pour aller revérifier que ça s'est fait comme je voulais et que ça ressemble à ce que je veux. Ça, c'est des choses qui m'énervaient. Aujourd'hui, c'est instantané. Il n'y a plus le délai de création du bundle et rechargement de la page qui, sur des grosses applis, peuvent prendre du temps. On est d'accord qu'aujourd'hui, étant donné qu'on build uniquement le fichier nécessaire et qu'on n'envoie que lui, en fait, c'est instantané. Donc, de ce point de vue-là, c'est clairement une nouveauté et une nouvelle ère. Et aujourd'hui, même des systèmes très complexes comme Angular veulent y aller avec la version 16. Alors, ils ne sont pas encore tout à fait au point, mais ça va venir. Ils ne supportent pas le HMR, donc on n'est pas aussi puissant dans le sens où quand on va rafraîchir, en fait, on va quand même rafraîchir la page complète. On va perdre le contexte de la console de développement, mais ils ont l'intention d'aller jusqu'au HMR. Donc il y a quand même pas mal de choses qui s'améliorent. Ça améliore l'expérience développeur, et rien que pour ça, ça fait gagner un temps fou, en fait. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, merci pour le déniaisement sur Vite, c'était cool. Il y a quelque chose qui m'a un peu échappé sur le côté back-end et le proxy, sur son utilité. Vous avez parlé de Corse, mais l'app étant buildée statique, on se retrouve dans le même problème de Corse, potentiellement si le serveur ne les gère pas. Donc quel était l'intérêt plutôt que de mettre l'URL complète sur l'appel de l'API ? Sur l'appel de l'API, c'est-à-dire que... D'accord, je vois. Là, c'est notre serveur qui redirige l'appel de l'autre côté. Et ça, c'est uniquement dans la config du serveur. Après, quand tu pars en prod, tu peux basculer autrement ton serveur. Si tu as un serveur qui n'est pas capable de rediriger ton appel et de forwarder ta réponse, effectivement. Sur la preview également ? Le serveur prenait encore la main sur la preview ? Oui. On a été obligé de redémarrer le serveur en mode preview pour avoir la température qui s'affichait. Okay. Ouais, ça a peut-être été un peu vite à cet endroit-là. Ça va permettre aussi de changer l'URL pour la prod. On va pouvoir gérer ça directement au niveau de la configuration du serveur, ce qui est pas mal. Merci pour le talk. Et je voulais savoir si c'était possible d'intégrer Vite avec d'autres systèmes de build comme Maven par exemple. Alors, je ne sais pas. Finalement, oui, parce que dans Maven, tu as moyen de lancer des tâches en shell. Donc, tu peux lancer un Vite via le shell. Mais ça me surprend un peu ta façon de faire, parce que maintenant, on décorrèle vraiment le back-end du front-end. Donc, mais peut-être pas partout encore. Je compatis. Juste sur ce sujet, par exemple, si vous utilisez Gipster, il package encore dans Maven à la fois le front et le back. En tout cas, il y a quelques années, il le faisait, donc ça peut être un cas où on se retrouve dans ce cas-là. C'était la pratique au départ, c'est vrai, dans Gipster. Alors, je n'ai pas regardé récemment comment il fonctionne, mais effectivement, c'était la pratique au départ. C'est ce que tout le monde faisait. Je faisais pareil avec mes applis. Je lançais des shells pour les builds. Alors, on n'a pas eu de questions sur les tests. Parce qu'on n'a pas parlé des tests parce qu'on n'avait pas le temps. Alors, on avait 4 minutes finalement pour les tests, rapidement. Il y a Vitest qui va vous permettre de lancer vos tests qui sont écrits avec Jest. Donc, on a moyen de faire tout ce qui est test unitaire. Et puis, on a fait les tests avec Cypress, du coup, aussi. Donc c'est facile, hein, vous buildez en mode prod, parce que de toute façon c'est du test end-to-end, et puis ça fonctionne pareil. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Je n'avais jamais utilisé Vite, donc c'était une bonne introduction. Nous, de notre côté, on a commencé à utiliser Next avec les server components.
React Component. Et je voulais savoir si, j'ai regardé un peu vite fait, j'ai gratté, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de docs, donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, vous avez un avis là-dessus. Ça fonctionne? Ouais, j'ai testé à Devox pour rigoler, mais ouais, ça fonctionne. Ok. Et vous avez des comparatifs entre Next et Vite, parce que j'ai l'impression que Next est très monolithique. Alors, j'ai aucun comparatif. Webpack, Vite, oui. Ouais. Ok. Next, non. Ok, très bien. Merci. Moi, j'ai une question, si personne n'a. Est-ce que vous avez essayé justement de migrer une application existante qui était en Webpack, par exemple sur, Oui. Et est-ce que vous avez des retours, du coup? Bah, du coup, j'en ai même une, parce que, enfin, on n'a pas le temps, mais en gros, j'en ai fait une pour voir le gain au niveau de la taille des bundles et la vitesse d'exécution. Et c'est assez fou. On n'est pas tout à fait divisé par 2, mais quasiment en temps. Et en termes de complexité, c'est quelque chose qui... Non, c'est très simple. En fait, il y a juste à enlever le fichier de configuration Webpack, mettre le fichier de configuration Vite, le configurer tel qu'il était au besoin, parce qu'il y a quand même des configurations à faire, et c'est tout. Et bien sûr, importer Vite et changer les scripts pour appeler Vite, c'est tout. Okay. Merci. Très très simple. D'autres questions? Oui, d'ailleurs, ça vient de build officiel de React. Pour information, Create React App est déprécié pour partir vers justement la partie création d'appli via le templating de Vite. Pardon. Et pas avec Vue, parce que c'est le même créateur que Vue, si aussi. Okay. Oui, Vue aussi. Ok. Merci beaucoup pour le talk. Justement, vous avez fait une configuration de proxy. Est-ce qu'il y a moyen de déclarer directement dans cette config-là le proxy pour dev et prod? Oui. Il y a moyen, en fait, au niveau de la configuration, d'établir une configuration différente pour la dev et pour la prod. En fait, on va avoir des petits mots-clés qui vont permettre de configurer l'un ou l'autre. Et voilà, ça va même surcharger. Si on a fait une configuration globale et qu'on veut configurer la prod, par exemple, ça va surcharger. Ok, merci. Et au niveau des plugins aussi, le apply serve, c'est que la partie dev, mais on pourrait partir aussi que pour la partie prod pour les tests. Ouais, moi, j'ai pas d'exemple en tête où on ferait que la partie prod, parce que Preview est lancé que sur nos postes de dev, mais pourquoi pas. On est arrivé au bout de l'heure, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va couper. Bah, écoutez, merci beaucoup.